Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Résolument engagé qui s'intéresse aux hommes et aux femmes, qui s'engagent avec cœur, avec détermination pour le bien commun, la solidarité, le mieux vivre ensemble, le renforcement du lien social ou pour redonner de la beauté ou de l'espérance à notre quotidien. Je souhaite mettre en valeur et en lumière l'engagement de ces personnes. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos studios Gabriel Vieille. Nous esquisserons son portrait et nous l'écouterons nous raconter comment il est passé, selon ses propres mots, de la grosse tête à un grand cœur. Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbé sur RCF. Gabriel Vieille, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nos auditrices et nos auditeurs découvrent qui vous êtes et en quoi vous êtes un homme engagé avec un grand cœur. Vous relevez le défi ? C'est parti, il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes né le 24 mars 1953 à Athose. Athose ? Alors, c'est très peu connu, mais en fait, beaucoup de gens connaissent. C'est tout à fait étonnant. C'est un petit village de 150 habitants qui se trouve à 30 km de Besançon, situé dans la petite vallée qui rejoint Nau à l'eau, voilà, et qui s'appelle maintenant les Premiers Sapins. Voilà. Et alors, incroyable, vous êtes issu d'une famille très nombreuse. Combien d'enfants ? Eh bien, nous sommes 11. Enfin, nous sommes plus que 10 maintenant, puisque nous avons perdu un de nos frères aînés il y a 1 an et demi. Mais maman a quand même accouché 13 fois. 9 garçons, 2 filles. 9 garçons, 2 filles. Et vous, là-dedans, ouais. Vous vous situez où dans la fratrie ? Alors, je suis le 9e. Il y a encore une fille et un garçon après moi. Et donc, vous, en plus, socialement, vous étiez proche de la pauvreté. Alors, je crois que par moment, on peut employer le mot, hein, puisque papa, mon père, lui, travaillait dans l'entreprise Tournier, qui était une petite entreprise de machines agricoles. Et évidemment, il ne gagnait pas des millions hein, pour faire bouillir la marmite pour 10 gamins. C'était quand même pas toujours simple. Et maman nous disait souvent que parfois, il fallait qu'elle aille demander une petite avance, parce que c'était pas facile toujours. Donc, Gaston, votre papa, et Noémie, votre maman. Donc, ils sont décédés déjà depuis quelques années, j'imagine. Tout à fait. Et vous, alors, personnellement, vous êtes né prématuré. Vous aviez 7 mois, je crois. Oui, je suis arrivé au 7e mois. Alors ça m'a un petit peu suivi toute ma vie. Peut-être pas dans les premières années, parce que curieusement, maman m'en parlait, mais je pense qu'elle n'avait peut-être pas mesuré ce qui aurait pu être dramatique et qu'elle en parlait presque en rigolant. Oui, toi, tu vois, on t'a mis dans une boîte à chaussures avec du coton autour. Ah oui, vous étiez vraiment minuscule, oui, 7 mois, oui. Waouh. Vous aviez le désir de vivre, apparemment. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire un travail sur une espèce de jeunesse, avec des spécialistes qui m'ont dit, sûrement qu'il y avait une forte envie de vivre chez vous, parce que ça aurait pu basculer de l'autre côté, Ouais. Alors maintenant, votre personnalité, je crois que vous étiez timide, introverti et même dans la lune. Vous aviez des surnoms dans votre enfance et votre adolescence. C'était quoi vos surnoms ? Oui. Alors il faut dire quand même que dans cette flopée de garçons, plusieurs de mes frères étaient beaucoup plus extériorisés que moi, voire provocateurs. Mon papa était un peu militaire dans sa façon de faire, certainement plus menaçant qu'agissant. Mais moi je suis arrivé dans cette ambiance masculine un peu forte. Et du coup, je ne sais pas si j'ai voulu prendre le contre-pied, mais je me suis mis un petit peu en retrait et j'étais pas doué beaucoup de paroles, on va dire. On m'appelait le muet ou le moine ou le poète. Voilà. J'étais un petit peu lunatique, on va dire. Alors, vous avez fait votre scolarité primaire à Athose, dans le village entre l'eau et Nau, n'est-ce pas ? Mais dès l'âge de 11 ans, un traumatisme quand même pour vous, là. Alors, un traumatisme que j'ai peut-être pas vécu sur le moment, mais c'est vrai que si j'ai peu de souvenirs et d'images d'enfance, je vois encore ce frère mariste recruteur qui faisait le tour des salles de catéchisme dans les villages et qui un beau jour a pris rendez-vous avec mes parents, leur demandant si j'acceptais de partir faire ma scolarité à Lyon, c'est ça ? Saint-Genis-Laval, à côté de Lyon, chez les frères maristes. Et c'est parti jusqu'à la 6e à la seconde. Et là, inclus, on rentrait... donc 6e et seconde incluse. Hein, tout à fait. 5 ans. 5 ans, oui. Et on rentrait tous les 3 mois en vacances. Ça, c'était un petit peu dur. Donc, vous n'aviez pas le sentiment d'être un enfant unique, un peu, à part la famille ? Curieusement, oui. Bien qu'étant issu au sein d'une famille très nombreuse, le fait d'avoir vécu une bonne partie de mon enfance à l'extérieur du berceau familial, j'ai envie de dire, m'a donné un petit peu cette impression d'être enfant unique. C'est un peu paradoxal, un peu incompréhensible, mais j'ai dû quand même avancer avec ça.
Alors vous êtes revenu donc à Besançon, vous avez fait votre première et terminale au lycée Saint-Jean, mais l'ancien emplacement, vers l'actuel conseil régional. Au Square Gaston, tout à fait. Et vous avez fait quel bac? Alors, c'est curieux que vous me posiez la question parce que j'ai fait un bac A4 qui devait être, les spécialités, je dis bien devaient être philo et maths, et j'ai eu des notes désastreuses autant à l'un qu'à l'autre, et finalement c'est l'histoire-géographie et les langues qui m'ont sauvé, j'ai envie de dire, à un point près, quoi. Donc, l'orientation après le bac, c'est donc logiquement une fac de lettres avec langue, peut-être? Alors oui. J'avais envie de faire anglais, puis on me l'a un peu déconseillé, parce que je crois qu'il y avait déjà beaucoup de monde, puis le niveau devait être un petit peu assez élevé. C'est vrai que j'adorais, et je dois reconnaître que j'adore toujours l'espagnol. Donc je me suis lancé dans la langue espagnole pendant 3 ans. Mais ça vous a quand même déçu. Hein, vous n'avez pas, ça n'a pas répondu à vos attentes finalement. Non. C'est-à-dire que les 2 premières années, c'est très bien allé. Je m'en suis bien sorti. Mais une fois en licence, là, j'ai découvert que l'enseignement devenait virtuel, théorique. Il fallait passer des heures en bibliothèque. Jamais nous envoyer faire un stage en Espagne, par exemple. Vous voyez. Et là, là, j'ai touché mes limites et mes faiblesses. J'en ai même fait une petite déprime. Et là, du coup, j'ai complètement vous abandonnez. Coupé. Ouais. Et là, vous faites différentes formations. Mais alors, assez curieusement, vous me dites ça en préparant l'émission, vous avez été formation de chef de rang, formation de projectionniste, sans jamais exercer professionnellement. Oui, je crois que l'idée, c'était de mettre plusieurs cordes à mon arc, comme on dit. Alors, le chef de rang, c'était un petit peu spécialisé, parce que c'était une formation qui formait des serveurs pour travailler sur la côte en été. Et là, on m'a dit, attention, là-bas, c'est des flambeurs. Hein. On va te faire bosser pas mal d'heures par jour. Tu vas arriver à 40 ans, tu vas faire 30 kilos et puis tu n'auras plus rien sous le capot. Marquez, vous n'êtes pas tellement au-delà de 40 kilos. Là. Je vous remercie. Vous êtes fin, affiné, en forme. Voilà. Et alors, donc, à l'âge de 24 ans, vous devenez coursier à l'agence Abbas. Oui, en fait, ça, oui, finalement, c'est mon premier travail salarié, en fait. Hein. Petit travail très humble, qui consistait à aller chercher le courrier le matin à la poste, d'aller livrer les billets d'avion aux entrepreneurs, de faire un petit peu le ménage dans l'agence. Voilà, j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an. Oui, et puis, alors, en 1979, là, ça va être un grand moment pour vous, parce que vous allez découvrir un nouveau métier. Racontez-nous. Voilà, et bien effectivement, c'est en 1979 que on peut dire qu'il y a eu l'avant et l'après, parce que autant la période avant était sous le signe de l'instabilité et de la recherche, et là, voilà que je trouve, par cette embauche de photographe à la mairie de Besançon, là j'ai trouvé ma stabilité. Et ça tombait vraiment très bien parce qu'on me demandait de faire du tirage et du développement noir et blanc argentique. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais appris à faire et que j'aimais faire. C'est pour ça que vous avez été recruté, je crois, parce que vous n'aviez pas de CAP photo, vous n'aviez pas de CV de compète, comme Absolument on dit. Pas. Mais vous aviez une compétence très affirmée, puis une passion aussi pour le développement et le tirage noir et blanc. Oui, c'était effectivement la grosse demande à l'époque. Ça a beaucoup changé après, bien sûr. Mais... Alors, on m'avait dit que pendant toutes ces années, vous avez passé aussi un moment sur un gros chantier, c'était les tirages du musée de la Résistance et de la Déportation, c'est ça? Oui, ce fameux musée de la Résistance qui vient d'être complètement refait tout récemment. Eh bien avant, donc dans ces années 80, on m'avait sollicité pour faire les tirages et les agrandissements des photos qui ont illustré toutes les salles pendant pas mal d'années, quoi. Donc vous avez travaillé avec Denise Laurac, avec François Marcot. Tout à fait, c'était eux qui m'envoyaient tous les mois un paquet de négatifs à faire. Alors, ça allait du 13-18 au poster de 2 mètres, quoi. Hein. Donc c'était pas mal d'heures en salle en lumière jaune et les mains avec l'éponge dans le produit. Les révélateurs. Alors, après, il y a la modernisation aussi. Bon, on passe à la photo couleur, la photo numérique. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de transformation Eh bien, finalement, très bien. Et ça me convenait très bien parce que la photo couleur, mon collègue était déjà spécialisé, il avait commencé bien avant moi, donc il a largement eu le temps de m'apprendre et de m'initier le tirage sur la machine automatique couleur, quoi, hein. Le numérique, c'était encore une autre affaire, ça a mis beaucoup de temps et tant mieux parce que ça aurait pu me faire peur. En fait, j'ai eu un petit peu peur de cet outil-là, mais en fait, nous avions à la mairie un service informatique qui était derrière nous, qui nous a bien aidés, qui a suivi notre rythme et qui nous a créé une vraie photothèque. Photothèque
numérique, donc. Voilà, pour que tous les collègues de la ville, les chefs de service, puissent se servir, puissent utiliser les photos que nous faisions, et qui au début restaient un peu dans les ordinateurs, quoi. Hein. Oui, alors au début, c'est vrai que vous étiez plus avec les services techniques. Après, ça s'est élargi à tous les services, ce que vous faisiez. Et puis, vous avez aussi couvert de l'événementiel assez important. Racontez-nous un peu. Oui, alors c'est vrai que c'est parti au début très modestement. On faisait un petit boulot pour tous les services. Hein. D'abord les services techniques, puis ensuite tous les services au sens large de la ville. Et petit à petit, au niveau de la communication, l'ouverture à l'extérieur n'a fait que accroître. Et sur la fin, dans les dernières années, j'ai encore de très bons souvenirs où nous étions amenés à couvrir de grands événements. C'était un peu... Type Tour de France Voilà, Tour de France, les Floralies par exemple. J'ai toujours des souvenirs émus de ces journées-là, parce que la ville était couverte de magnifiques formations florales. Donc ça devait être des énormes budgets là, à l'époque, oui, pour la mairie. Oui, voilà. Il y avait de l'argent encore. Ouais, c'était une époque où on avait encore ces moyens-là. Mais pour nous, photographes, c'était du pain béni, parce qu'on avait vraiment matière à faire, quoi. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans vos activités extrascolaires, vous étiez aussi fan de cinéma amateur Super 8. C'est ça qui vous a donné d'ailleurs l'amour du cinéma type ciné-club et puis des techniques. Hein, la technique au cinéma, quand vous allez voir un film, vous êtes toujours à regarder les plans, les raccords, les choses comme ça. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au début, c'est entre copains, comme ça, on s'est dit, tiens, si on montait un club, hein, ciné-réalisation, ça s'appelait, il y avait dans pas mal de villes, hein, des clubs comme le nôtre, on était fédérés à la Fédération française du cinéma amateur, et on faisait nos petits films, nos montages, on les sonorisait, hein, on découpait tout, et on allait jusqu'à même présenter nos films à des concours régionaux, puis nationaux, si on passait le concours, quoi. Hein. Et passionné, vous étiez un geek de cinéma amateur. J'aimais bien. J'aimais bien. Et comme vous le disiez, effectivement, je crois que c'est ça qui a développé en moi un regard qui fait que maintenant, je ne peux plus voir un film sans regarder un petit peu avec un œil à l'arrière comment ce film est fait, comment les informations arrivent, comment il est monté, etc., quoi. Alors, il y a un événement aussi qui va se passer dans votre vie, parce que bon, votre famille, j'imagine, était de catholique traditionnelle. Enfin, vous alliez à la messe, catéchisme, confirmation, enfin, communion, confirmation. Bien sûr, bien sûr. Mais quand vous avez grandi, vous avez laissé un peu tomber tout ça. Comme beaucoup, hein, il y a eu le phénomène de ras-le-bol, le phénomène de rébellion quelque part, quoi. Hein, et effectivement, j'ai tout laissé tomber, quoi. Par contre, en 1989, on va bientôt arriver à mi-émission, donc on va le raconter assez rapidement, mais il va se passer quelque chose de très important au printemps 89 pour vous. Vous avez 36 ans. Vous dites que vous parlez de votre conversion. Ah ben oui, je crois que le mot est faible, mais tout à fait. Très rapidement, je rencontre un SDF dans la rue qui me dit cette phrase, vous êtes un illuminé, et qui me donne... Mais dans le bon sens, illuminé, ou il pensait que vous étiez... Je ne l'ai jamais pris au sens de foufou, quoi. Hein. Mais ce qui est beau, c'est qu'il me donne, dans son habit dépenaillé, il avait une petite icône de la Trinité de Roublev. Il me dit, ça c'est pour vous. J'arrive de Lisieux, qui me dit, et ça c'est pour vous. Et on s'est revus à plusieurs reprises dans la rue, on a prié ensemble dans la rue. Et cet homme m'a bouleversé. Et je l'ai vraiment vécu comme un envoyé. Voilà. Et puis, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez vécu aussi en cascade plein d'autres événements par la suite. Oui, tout à fait. Liés à ça. Oui. Et puis, eh bien, il y a la rencontre aussi avec votre femme. Et ensuite, on aura notre pause musicale. Geneviève, donc vous la rencontrez au début des années 90. Oui, alors Geneviève, tout à fait. C'est une histoire aussi très folle dans le sens où on voit qu'il n'y a pas de hasard, quoi. On s'est rencontrés en fait dans un groupe de prière que nous avions formé autour d'une de mes belles-sœurs qui était mourante d'un cancer. Et mon frère la connaissait. Je ne savais pas qu'il se connaissait. Et il l'avait invitée à ces groupes de prière. Et nous avons fait connaissance et on s'est aperçu qu'on avait la même recherche spirituelle tournant déjà d'ailleurs autour des méditations. Eh bien, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Alors, sur RCF, résolument engagé, dresse aujourd'hui le portrait de Gabriel Vieille. Il est temps maintenant de faire notre pause musicale. Notre invité a choisi une chanson de Françoise Hardy intitulée « Tant de belles choses ». Nous l'écoutons. Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens. Même s'il me faut aller plus loin,
chagrin. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre ville, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbé sur RCF. Gabrielle Vieille, pourquoi avoir choisi cette chanson? Ben ça y est, je suis en larmes. Non, je blaguais. Oh, c'est vrai, je dois dire déjà que je suis un fan de la chanson française. C'est un patrimoine, on a des richesses absolument incroyables. Françoise Hardy, oui, c'est vrai qu'elle m'a toujours beaucoup ému. Et cette chanson-là particulièrement, parce qu'elle est extrêmement poétique. Elle regorge de foi et d'espérance, j'ai envie de dire. Bon, a priori, il s'agit d'une séparation. On ne sait pas trop si c'est une séparation amoureuse ou quelqu'un qui va mourir. Mais le message qu'elle lui donne est absolument extraordinaire. Quand j'entends la foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. La source blanche dans ton âme, la première fois que je l'ai entendue, ça m'a fait beaucoup d'émotions. Et ça me renvoie justement à la méditation dont on parlera tout à l'heure. Et pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Donc difficile de trouver un message plus évangélique. Et qui nous met tout à fait effectivement dans cette deuxième partie où nous partons à la découverte de vos différents engagements et on commence effectivement, vous avez parlé de méditation chrétienne. Moi je dirais que un des premiers engagements, il y en a beaucoup d'autres, nos auditrices, auditeurs vont le découvrir, c'est la méditation chrétienne qui va révolutionner votre foi, c'est un pilier dans votre vie, votre foi. Expliquez-nous. Oui, alors je suis un recommençant moi, puis finalement, donc après la conversion que nous avons évoquée tout à l'heure, je suis reparti évidemment sur mes pratiques religieuses telles que je les avais laissées, j'ai envie de dire, mais très rapidement avec une conscience plus adulte, j'ai commencé à analyser un petit peu ce que je vivais, puis j'ai trouvé aussi quelques frustrations, quoi. J'ai été confronté à quelques frustrations. Et vous avez rencontré des gens qui vont déterminer votre manière de voir le monde, la vie, voilà, les choses. Ouais. Voilà, tout à fait. Je dois beaucoup à la Roche d'Or. Les premières semaines que j'ai fait à la Roche d'Or m'ont remis sur une foi positive et humaniste qui m'a beaucoup aidé. Et puis j'avais cette soif de silence que je trouvais pas trop. Je trouve pas trop encore beaucoup en Église. Et je me disais qu'en complément de cette nourriture extraordinaire que nous avons en Église, je me disais qu'il fallait un temps pour décanter, pour que le grain de blé germe. Et un beau jour, je suis tombé sur cette forme de méditation chrétienne. J'en pratiquais une avant qui n'avait rien à voir. Et c'est en 2001, je crois que ça va changer pour vous, c'est ça, oui. Que vous allez rencontrer Laurence Freeman. Oui, alors peu avant, je pratiquais avec mon épouse, avec Geneviève, on pratiquait ce qu'on appelle l'oraison du cœur. C'est en fait tout simplement bêtement la prière carmélitaine. Et puis un beau jour,
on va à une conférence à La Marne, au foyer Sainte-Anne, qui avait invité le père Lawrence Freeman, qui est le responsable spirituel de la communauté mondiale des militants chrétiens, et qui venait exposer son dernier ouvrage qui s'appelle Jésus le Maître intérieur. Et là, il commence à développer cette forme de méditation en silence pendant une demi-heure, qui consiste à répéter un mot, un mantra, un mot sacré. Et là, pour moi, c'était une révélation. Je me dis, ouais, super, notre pratique, elle a des racines chrétiennes, on peut y aller, on n'a plus de scrupules, quoi. Et suite à ça, vous avez créé un groupe, d'ailleurs, au centre diocésain de Besançon. Voilà, ça fait donc 17 ans, ce groupe existe toujours. Donc nous l'avions fondé avec Michel Brucquevin, décédé maintenant, bien sûr. Hein. Et depuis, il y a toujours une dizaine de personnes qui viennent pratiquer, qui a soif de ce silence. Il faut dire que ce n'est pas n'importe quel silence, puisque c'est un silence qui se tourne vers l'esprit du cœur. Hein. Donc la présence du Christ au cœur de chacun de nous. Quoi, hein. Et vous êtes d'ailleurs le coordinateur régional Bourgogne-Franche-Comté, je crois, de ce mouvement. Alors c'est vrai qu'on est, ça c'est important, on est rattaché quand même à la communauté mondiale des militants chrétiens. Il y a donc une antenne par pays, et chaque pays a divisé les régions, hein, si vous voulez. Donc moi je suis un petit peu responsable de Bourgogne-Franche-Comté, en sachant qu'il y a aussi un groupe à Salins, il y en a 2 à Dijon, un à Ornans, et on se voit de temps en temps pour maintenir des liens, quoi. Deuxième engagement, la marche. Vous faites partie de l'association franc-comtoise des chemins de Compostelle. Oui, alors ça c'est pareil, c'est une grande part dans ma vie aussi. J'ai eu l'occasion de se faire ce chemin que j'ai terminé en 2014. Je l'ai fait en plusieurs tronçons parce que je travaillais à l'époque. Et là j'ai découvert ce que c'était que vraiment les bienfaits pas seulement physiques de la marche, mais que c'était vraiment un rendez-vous avec soi-même et avec le tout autre aussi. Et depuis, je suis resté membre de l'association franc-comtoise des chemins de Compostelle. Vous êtes au conseil d'administration, je crois. Voilà, et je gère la gestion patrimoine. C'est-à-dire je fais des photos et des petites enquêtes sur toutes les chapelles qui portent le nom de Saint-Jacques. Et je crois que vous accueillez aussi les pèlerins sur le départ. Enfin, vous faites des petits accueils ou formations, je ne sais pas exactement comment. Oui. Donc une fois par mois, le mercredi, derrière l'église Saint-Louis de Montrapon, nous recevons les pèlerins qui décident de partir. Et ceux aussi qui reviennent, qui viennent témoigner. Ceux qui partent parce qu'ils ont besoin de documents, d'encouragement, de conseils et d'aide, quoi. Donc vous êtes encore très engagé là-dedans. Troisième engagement, la photographie. On l'a vu, c'était votre métier, mais c'est aussi une passion. Alors, pourquoi cette passion? On n'en a pas parlé tout à l'heure, cette passion. Vous avez soif de la beauté des choses? Ouais. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tas. C'est quand même incroyable. C'est qu'au bout de 30 ans de pratique, je n'avais pas encore compris que j'étais photographe. Je dis ça un petit peu en rigolant. Mais c'est des amis qui m'ont... Je pense à mes frères franciscains là, qui m'avaient demandé de venir faire une expo photo à Ronchamp et qui m'ont dit, si, ton regard, on ne l'a jamais vu. Et j'y croyais pas trop à l'époque. C'est pas si vieux. Hein. J'avais pas encore vraiment... Je ne pouvais pas dire encore, honnêtement, les yeux dans les yeux, je suis photographe. Et ces gens-là m'ont aidé. Et là, tout récemment, je viens de faire une expo sur l'eau, hein, qui a été d'ailleurs présentée ici au centre diocésain. Et quand j'ai entendu les retours, je me suis dit, là Gabriel, faut y aller. Et je me suis dit, plutôt que de faire un tract écologique, autant montrer du beau, avec une petite légende humoristique et poétique, et le message passe tout seul. Et d'ailleurs, tous les 2 ans, vous participez aussi à un festival qui s'appelle Art en Chapelle, et vous en assurez la couverture photo. Oui. Hein, alors, pourquoi vous a-t-on choisi pour faire cette couverture médiatique? Oui, alors juste un petit rappel. Art en Chapelle, c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans en été autour du lac de Malbuisson, dans les chapelles de tous les villages environnants, et qui consiste à inviter un artiste contemporain dans chacune de ces chapelles. Et un beau jour, je croise une amie que j'avais rencontrée, et qui en est l'actuel responsable, que j'avais connu à l'école des Beaux-Arts, qui me dit « J'aimerais bien ton regard chrétien ». Et là, il y a eu un petit moment de silence, je me dis « Waouh ». Et j'ai compris après que effectivement, le fait de rentrer dans une chapelle, quelle que soit l'œuvre qui était exposée... Vous alliez respecter cela Oui, j'y allais, voilà, c'est ça. Avec votre regard, on voit que vous êtes chrétien, vous pensez, dans vos photos? Eh bien, il faut le croire, puisqu'elle me l'avait dit ouvertement quand elle m'a embauché, entre guillemets, quoi. Alors, d'autres engagements, alors les engagements que vous appelez à bas bruit, mais qui sont indispensables. Alors j'en citerai malgré tout, enfin je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais d'abord votre engagement au sein de votre famille, auprès de votre femme, comme vous me disiez, ça nécessite une réactivation incessante, c'est sûr.
Vous êtes responsable aussi pour le compostage dans votre immeuble. C'est quoi exactement votre rôle là? Alors au niveau du compost, ça fait depuis quelques années quand même que Besançon est devenu vraiment avant-gardiste sur la gestion des composts collectifs. Et un beau jour, ils ont dit qu'ils nous ont proposé par l'association Trivial Compost d'installer des bacs devant notre immeuble. Mais il fallait bien sûr quelques personnes qui se mettent sur les rangs pour être formées comme composteurs, quoi. Et je m'y suis mis. Et puis on est deux, trois maximum. Dans les... Donc vous êtes à la fois compostel et composteur. Voilà, c'est bien ça. C'est ça. Et voilà, il suffit d'aller le retourner de temps en temps, de distribuer le compost mûr, de vérifier le matériel, la qualité du matériel. C'est pas extrêmement chronophage. Non, mais c'est un engagement de tous les jours. C'est un vrai petit boulot. Et puis un autre engagement encore, c'est dans votre paroisse, vous récupérez quoi exactement? Alors, il y a un service donc, à l'église Saint-Joseph, dans une salle attenante à l'église, un service qui récupère les vieux papiers depuis plus de 20 ans, je crois. Et tous les matins, de 9 à 12, un certain nombre de personnes se réunissent pour trier les vieux papiers. Alors, c'est les publicités qu'on a dans nos boîtes à lettres, c'est les journaux, que les gens, les magazines, que les gens se séparent. Donc, on en fait des piles d'1 mètre cube et qui sont revendues à notre prise de Pontarlier au profit de la paroisse. Voilà, enfin... tous les mercredis à 14 h, vous vous rendez à la banque alimentaire pour récupérer les aliments qui serviront à préparer le repas du jeudi midi pour les migrants qui sont à Besançon. Voilà. Oui. Alors malheureusement, le temps avance et au terme de ce rapide portrait, je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire à nos auditrices auditeurs pour les encourager à être résolument engagés. Oui, j'ai envie de dire que déjà, l'engagement, c'est déjà bien se connaître. Donc j'invite les gens à se connaître et surtout à oser reconnaître ce que j'appelle les points de fécondité. Et surtout aller vivre dans le sens de ces points de fécondité pour devenir donateur, mais pas au sens en réponse à une morale, mais à une gestion de soi-même, j'ai envie de dire. Comment dire, quelque chose qui va plus loin que soi, dans le cadre d'un décentrement. Merci à vous, Gabriel Vieille. Malheureusement, la fin de notre émission est proche. Le générique de fin se rapproche. Je tiens à remercier Gabriel Vieille pour sa contribution au contenu de ce numéro de Résolument Engagé et Valérie Lantoine qui était à la réalisation. En attendant de vous retrouver bientôt, continuez à prendre bien soin de vous et de votre prochain.